Aurélie Savy, bonjour. Salut, je suis journaliste dans la presse jeunesse, engagée par ailleurs autour de différentes causes. Avant d'être recrutée par Nice Matin pour participer au lancement de Kids Matin, depuis l'attentat de Charlie, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des écoles primaires pour justement proposer des ateliers d'éducation aux médias. Donc c'était création de journaux écoles sur le temps de la cantine, c'était on apprend à écrire un article, on apprend à partir en reportage, à mener des interviews, on apprend ce qu'est une info. Et pour moi c'est vraiment crucial, et Kids Matin c'est vraiment la continuité de ça, et je suis ravie d'avoir été recrutée pour participer au lancement de ce projet, parce que on écrit des articles, on fait des vidéos, des podcasts, mais aussi on se rend dans les classes, on se rend dans des milieux associatifs pour faire de l'éducation aux médias. Et pour moi, c'est crucial. Déjà, il y a une défiance que je trouve assez préoccupante envers la notion d'information, la mission d'information, le métier de journaliste. Et puis il y a aussi une méconnaissance et beaucoup de flou en fait qui s'est installé dans les esprits par rapport à ce qu'est une info, à l'heure où on est noyé d'un flux en fait d'informations et d'images qu'on ne sait pas forcément certifier en fait avec les réseaux, avec tout un tas de choses en fait. Tout média mérite des coups et mérite d'être remis à sa place, et c'est aussi ça en fait, un média il est au milieu de la cité, donc ok, s'il y a des gens qui sont mécontents, s'il y a des gens qui veulent solliciter pour une tribune, s'il y a des gens qui veulent quelque part afficher leur mécontentement sur les réseaux, qu'ils le fassent. Mais par contre, le sectarisme pour le sectarisme, je trouve ça franchement nul. Par exemple, moi j'ai vu des personnes, pas forcément devant moi, mais je le sais parce que des amis en commun me l'ont dit, changer par exemple d'avis sur ma personne parce que je travaille pour le groupe Nice Matin. À l'époque, je travaillais pour Ressources, qui est un média très engagé, où j'ai pu tendre le micro ou aller interviewer les mêmes personnes qui portent pas forcément le même jugement sur moi, parce que je travaille maintenant dans un canard qu'elles ont estampillé à la botte ou manipulant. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que pour moi, ça fait partie d'une forme d'amalgame qu'on peut avoir sur les journalistes. Ça, c'est nier, pour moi, chaque personne, chaque journaliste dans son individualité et dans sa probité. Et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup en fait comme discours. Je trouve ça trop simpliste. Pour avoir travaillé et avoir entretenu une amitié de très longue durée avec Teresa Maffeis, qui est une militante locale, qui est engagée sur des causes assez radicales et de gauche, elle jouait tout le temps le jeu du fait de répondre, d'aller à... Et j'ai jamais vu aucune de ces prises de parole, que ce soit coupée ou mise de côté ou tripatouillée dans Nice Matin. Pour moi, Teresa, c'est quelqu'un de totalement engagé. Pour moi, et je suis hyper contente d'avoir pu être à son contact toutes ces années, d'avoir partagé des choses avec elle. C'est une femme qui a, pour moi, apporté à ce territoire, à la Côte d'Azur, qui est un territoire aussi qui penche beaucoup plus du côté de la xénophobie, de la peur de l'autre, du rejet, du repli, qui a apporté tellement de trucs sur le plan de l'ouverture d'esprit, sur le plan de la défense des droits humains, mais aussi de la culture. Elle avait son asso pour faire des films Super 8, elle était très présente au Diable Bleu, à l'époque où il y avait cette friche à Nice détruite par Pera. Elle a milité contre l'enracinement du FN. Ici, elle a été de tous les combats féministes pour les droits des enfants. Enfin, moi, c'est une femme, j'aurais un respect éternel. Je pense très souvent à elle. Et je l'avais dit à une journaliste du Monde qui m'avait interviewé après son décès, qui nous a tous... franchement, je pense que aucun de ses amis ou de ses proches n'a encore vraiment mesuré l'impact de sa disparition. J'avais dit que son départ nous oblige à ne pas rien foutre. C'est vraiment fondamental. Depuis 2015... au moment c'est écrit dans le bouquin, il y a des dizaines de nationalités qui ont été représentées à Vintimille, essentiellement des migrants qui viennent d'Afrique, Soudan, Érythrée, Guinée, ça peut être tout type de pays, soit en guerre, soit très chahutés politiquement, soit des endroits où il y a un grand désœuvrement économique, où des personnes ont vraiment envie d'un ailleurs meilleur, etc. Donc c'est voilà, il y a beaucoup d'itinéraires différents. Il y a des Kurdes aussi, on a croisé récemment des Kurdes sur place. Il y a des Afghans, voilà, énormément de nationalités différentes. Ensuite,
beaucoup de jeunes hommes. Souvent, la famille se mobilise pour payer un voyage et on prend la personne qui est la plus vaillante. Donc c'est un jeune homme qui va pouvoir supporter le périple, qui est un périple très dur. Nombreux sont les migrants africains qui vont passer par la Libye. C'est un pays qui est totalement livré à la traite, à la torture, du trafic d'êtres humains. En fait, c'est atroce. Bon, il y a ça, il y a cette traversée qui est très dangereuse avec des naufrages, des noyades, etc. Une fois qu'ils arrivent de l'autre côté, et c'est là, en fait, parmi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, que ce soit des personnes en exil ou bien des personnes qui, dans les camps, des solidaires ou bien des associatifs qui sont là pour les aider ou pour les encadrer, ce qui est le plus brutal peut-être pour eux dans ce voyage, ça dure depuis 2015, c'est d'arriver, de faire tout ce périple dangereux, de vivre des sévices parfois, de prendre des risques très très forts et d'arriver en Italie, en Europe et de se voir à ce point rejeté, traqué, méprisé, en danger aussi. Ça par contre c'est quelque chose qui provoque le plus grand séisme psychique chez ces personnes en exil. Je pense pour la plupart, je parle sous le contrôle de personnes qu'on a pu interviewer dans le livre aussi, qui sont des associatifs ou des médecins engagés sur ces camps, disent que c'est le plus grand trauma en fait, c'est de sentir ce rejet une fois qu'on a atteint le but en fait. Ensuite à Vintimille, c'est érigé depuis début juin 2015 un mur invisible depuis que la France a rétabli ses contrôles aux frontières. Il passe, mais en prenant des risques considérables, en étant parfois accompagné à la frontière par la police française des dizaines de fois, en engageant une traversée sur des sentiers extrêmement dangereux qu'on décrit dans le livre. C'est monter à pied dans la Roya, passer le pas de la mort, porte bien son nom, qui porte malheureusement bien son nom, que Teresa a arpenté pour le livre avec Guy. Elle a fait le même chemin que les migrants, c'est extrêmement dangereux. C'est payer chèrement des passeurs clandestins pour faire 2 kilomètres, des passeurs qui les jettent parfois sur le bord de l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. D'ailleurs, des personnes ont été fauchées comme ça. Il y en a aussi beaucoup, il faut le rappeler, qui sont morts à cette frontière, qui ont trouvé la mort chez nous à cette frontière. On a commencé à égrener à un moment ces décès, et aussi c'était l'idée d'essayer de leur retrouver une identité. C'était souvent des morts qui faisaient 3 lignes pour le coup des deux côtés de la frontière dans la presse, et puis ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas d'âge, ils n'avaient pas de visage, etc. Et donc quand on avait les infos, on les égrenait, et puis Teresa tenait ce registre aussi sur le site de l'ADN, son association pour la démocratie à Nice, et ça me paraît fondamental qu'en fait la France, la Cour de justice européenne, a déclaré qu'elle était dans l'illégalité à sans cesse prolonger ces sessions comme ça de contrôle aux frontières. Elle est dans l'illégalité, pour autant ça perdure. Ces différentes associations vont se poster à des endroits stratégiques, donc que ce soit à la frontière basse à Menton, il y a un poste de police aux frontières mobile dans des Algeco qui a été installé là il y a plusieurs années maintenant, et où on sait qu'à l'intérieur le droit fondamental des personnes retenues administrativement n'est pas respecté. Pas de traducteur, les personnes peuvent être retenues en grande situation de désœuvrement, sans eau ou autre, aucun accès à des avocats, etc. Donc il y a des points, des fois, donc ces groupements d'associations mènent des observations là-bas. Simplement regarder qui rentre, qui sort, questionner les personnes qui en sortent, etc. Elles mènent des observations qui sont cruciales en gare de Menton-Garavant, où ont eu lieu des dizaines et des dizaines de contrôles aux faciès, donc dans les trains et en gare de Menton-Garavant, qui est la première gare sur le territoire français. C'est là où on fait descendre les personnes noires en fait qui ont été arrêtées dans le train uniquement pour leur couleur de peau, et où voilà, quand il s'agit d'une personne estampillée comme un migrant venu d'Italie, hop, paf, ça repart. Donc ces missions d'observation, elles sont cruciales pour collecter des faits méthodiquement, et puis aussi comme moyen de pression, en fait, comme moyen c'est encore une fois une manière pour les associations, c'est un point d'action fort, c'est un point d'action où on amasse des faits qui sont parfois illégaux, où après on peut mener des recours, etc. À un moment, il faut aussi qu'on regarde en face le fait que notre pays est prêt à désobéir à des lois, à des accords internationaux. Je trouve ça hallucinant.
faut que ce soit plus su. À Vintimille, il y a tout un groupe de solidaires assez jeunes qui a réussi à reprendre un local qui se trouve tout près des endroits où les migrants vivent, parce qu'il n'y a plus de camps. Donc ils vivent le long du fleuve Roya dans des conditions d'insalubrité totale. Donc ils ont repris une petite laverie, ils ont monté un info point en fait pour où c'est très horizontal. En plus ils ont pensé à un truc totalement démocratique où c'est des personnes qui profitent de ce lieu, qui l'administrent presque en fait, et c'est très cool ce qu'ils font. Et donc il y a ça, il y a énormément de militants No Borders qui s'investissent là-bas aussi. Ensuite, il y a des assos françaises, tout type d'associations qui se rendent aussi de l'autre côté pour faire des repas. On en a une, nous aussi, voilà, la part du pote qui fait des repas à sa petite échelle une fois par mois pour créer des moments de convivialité là-bas avec les personnes en exil. Il y en a énormément d'autres qui font partie de ce réseau d'action, ne serait-ce que pour les maraudes c'est-à-dire d'organisation de repas. Il y a encore beaucoup de gens qui hébergent, qui font passer pour pas que ces personnes se retrouvent dans le joug de passeurs crapuleux. Les actions elles sont multiples pour aider les exilés à la frontière. Il y en a énormément. Et puis je pense que chacun à son niveau, même pas forcément en se rattachant à une asso, on peut se mettre en capacité d'aider. Et si on n'a pas trop d'idées, je pense que se plonger dans la lecture des Sentinelles devrait vous en donner, parce qu'on voit en fait une diversité de solidarité. Il n'est pas question que de militantisme, d'extrême gauche ou de gauche, pas du tout. Il y a tout type de solidaires, quoi. Il y a ces personnes de Monaco, pour le coup, dans la bourgeoisie extrêmement, dans d'autres sphères, quoi, qui allaient faire le marché à Vintimille et qui ont été choquées par la situation de jeunes qu'elles ont croisés, qui se sont mis à aider, à livrer, à prendre des gens sous leur aile, etc. Moi, je trouve ça vraiment ce qu'on voulait mettre en avant. Quand la problématique est trop importante et trop grande, on l'a vu aussi avec le Covid, on passe à un traitement presque statistique en fait, médiatiquement. Moi, après, quand j'étais à ce moment-là à Vintimille, à la frontière, c'est parti. Quand j'étais au cœur de cet engagement, de ces années qu'on a passées sur le terrain, des fois on y allait 3-4 fois par semaine avec Teresa. C'est vrai que ça brûle de se dire mais il faudrait qu'il y ait plus de visibilité. Donc c'est pour ça qu'en fait on a commencé à travailler sur le bouquin. En fait ce qui compte pour nous c'est qu'il existe. C'est même pas tant le nombre de ventes, c'est qu'il soit aussi présent dans des lieux où on puisse le partager, où on puisse le consulter. C'était surtout que cette période de l'histoire à notre frontière, et c'est pas fini, ne reste pas non documentée. C'était pour nous fondamental. Les Sentinelles chroniques de la fraternité à Vintimille. Teresa Maffei, Aurélie Salfi. Oui. Merci Raphaël. Merci à toi.